Ce soir, à rencontre, Lanza del Vasto. Lanza del Vasto est un disciple de Gandhi et, comme lui, un apôtre de la non-violence. Il a été parmi les premiers à prôner un retour à la vie simple et communautaire. Dans le sud de la France, il a regroupé une centaine de personnes, mariées ou célibataires, qui vivent du travail de leurs mains, tout en poursuivant une expérience spirituelle. À Belleuil, près de Montréal, il existe également une petite communauté de quelques personnes qui mènent une expérience du même genre. Et au Canada, environ 400 personnes se réclament de la pensée de Lanza del Vasto. Pour certains, Lanza del Vasto est un hippie avant la lettre. Et peut-être y a-t-il, entre sa démarche et celle d'un nombre considérable de jeunes d'aujourd'hui, quelque chose en commun. Nous avons donc pensé inviter deux jeunes à participer à cette rencontre avec Lanza del Vasto, pour voir si, à 50 ans, les uns des autres, ils ont quelque chose à se dire, quelque chose en commun. Alors, vous êtes les deux jeunes. Je vous laisse réfléchir avec M. Del Vasto. Lanza, je voudrais te demander si tu crois que les jeunes d'aujourd'hui peuvent apporter des nouvelles valeurs au monde. En 1940, par exemple, vous viviez selon certaines valeurs et peut-être qu'elles ont changé, peut-être qu'on en a mis d'autres à leur place. Et croyez-vous que cette vibration de conscience nouvelle de 1971 vous a dit quelque chose et est-ce que pour vous-même vous en avez été étonné? Ou bien si vous croyez que le monde, que tout a été dit dans le monde, qu'on ne peut plus rien inventer? Si nous ne pouvions plus rien inventer, vraiment, il vaudrait mieux nous tuer tout de suite, n'est-ce pas? Maintenant, éclairons le langage et ne parlons pas de nouvelles valeurs. Il n'y a pas de nouvelles valeurs. Il y a valeur ou non-valeur. Si c'est une valeur, elle a toujours été, elle sera toujours. Et bon, on sera digne ou non de l'exprimer, on la comprendra ou on ne la comprendra pas. Nous n'allons pas inventer des valeurs. Nous allons inventer des formes de nous exprimer selon des valeurs et avec une valeur ou sans valeur. Penser que les jeunes n'aient rien à dire et rien à inventer de nouveau et de valide, hein, ça serait vraiment désespérant. Et c'est très très loin de ma pensée. C'est pas une raison parce que j'ai une barbe blanche pour penser que la génération suivante est plus mauvaise que celle que la mienne. Hein. Ça voudrait dire que j'aurais oublié ce qu'était la mienne. Bon, et puis vous n'avez pas des visages à désespérer. Alors il faut espérer en effet que vous allez apporter bien des choses qui ont de la valeur. Hein? Et tout ce qui vient du dedans, ça a de la valeur et la vie et la jeunesse et l'enthousiasme et même ses illusions et même ses erreurs, ça a sa valeur et ça portera son fruit comme les fleurs. Il y a des fleurs qui sèchent et qui sont emportées par le vent et il y en a d'autres qui donnent le fruit. Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut redécouvrir indépendamment et à ce moment-là, comme c'est nouveau pour nous, on a l'impression de les inventer. Voilà, vous avez très bien parlé. Mais c'est important quand même d'arriver à une nouvelle formulation ou une façon de vivre avec ces valeurs-là, mais d'une façon nouvelle. Nous avons tous essayé ça à notre époque, de nous libérer de l'angoisse. Tous les hommes essayent. Finalement, ils le font ou ils ne le font pas, ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas, mais ils le font aujourd'hui. On formule ça de cette façon-là, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça exactement. Alors, évidemment, dans vous avez beaucoup de réactions négatives. Beaucoup de réactions négatives qui
sous lesquels il y a certainement des élans très positifs. Et il y a aussi, comme c'est naturel dans la jeunesse, une certaine ignorance de ce qui a été fait autrefois, et à d'autres générations, et pendant des siècles même. Et alors ça vous donne l'impression de faire quelque chose de tout à fait nouveau, alors que c'est une chose qui a toujours été faite, si vous voulez. Bon. Et ce mouvement général de négation pourrait, au lieu d'être une libération, devenir une mutilation, ou devenir privatif, ou de brouiller les choses, ou de casser la chaîne des générations, ce qui est très fâcheux. Vous êtes des héritiers d'une civilisation que je n'admire pas particulièrement. Je crois qu'il y en a eu de plus belles dans le monde, hein, surtout à l'état où elle est tombée aujourd'hui. Mais enfin, précisément, je dis aujourd'hui, mais hier et avant-hier, il y avait des choses qui méritent d'être relevées, reprises, revécues et revalorisées. Mais à ce moment-là, la réaction négative de la jeunesse, est-ce que c'est pas un peu basé justement sur le fait que tout est en train de dégringoler, c'est en train de pourrir, puis là vraiment, on se dit, ben ça peut pas aller, il faut arrêter le mouvement, il faut arrêter ce processus de désintégration de l'humanité. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Ça a été aussi notre démarche, moi je pense. Et mais ce que je voudrais voir, c'est ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? C'est ça qui m'intéresse. Je ne dis pas du tout qu'il n'y ait rien derrière. Je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière, mais alors c'est en mûrissant que vous allez montrer. Ce que je voudrais, c'est que la jeunesse fût vraiment jeune. C'est-à-dire qu'elle nous apporta quelque chose de vraiment nouveau. Et il y a des choses vraiment nouvelles à apporter, et vraiment nouvelles et éternelles. Est-ce que vous me permettez d'intervenir? Oui. Les jeunes tâtonnent aujourd'hui dans leurs recherches. Ils ne savent pas très bien ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais dans cette civilisation que plusieurs rejettent globalement. Ils tâtonnent aussi dans leur recherche des solutions qu'ils veulent apporter. Vous-même, Lanza del Vasto, vous avez tâtonné, j'imagine, à une époque. J'ai tâtonné pendant 40 ans, ou 45 ans. Et bien, je comprends très bien qu'on tâtonne, et il y a de quoi tâtonner. Hein? Et j'ai rejeté, comme vous, je ne sais pas si vous avez rejeté, mais comme vous, comme votre génération. Et puis, j'avais trouvé ma solution. Bon, je m'étais fait vagabond. On est sûr de ne pas participer au grand jeu là, du profit mutuel, le grand jeu de société, vous savez. Là. Bon, et puis alors le petit jeu de la guerre, etc. Enfin, le grand jeu de la révolution, pendre les gens aux lampions et mettre des tribunaux révolutionnaires, etc., etc. Tout ça, ça amuse le peuple, n'est-ce pas, et le public, mais bon, à quoi est-ce que ça mène? Bon, alors, être vagabond, être sur les routes, eh bien, apprendre à jeûner, à vivre de ce que la route donne, et à se nourrir de lumière et de paysage, et de distance, et avoir des occasions de réfléchir et de rencontrer la vie, les hommes de toute espèce, de toute couleur, leurs temples, leurs dieux, leurs idées, leurs erreurs, leur magie, leur danse, leur chant, leur musique. Je crois que c'est une grande difficulté, surtout dans notre monde technico-scientifique, de pouvoir passer de cette vie de surface à cette vie intérieure, de pouvoir se retrouver, de nager dans les cours d'eau souterrains, et non pas se débattre à la surface même. Ça a toujours été difficile, bien entendu. Ça a toujours été difficile, ce n'est pas naturel, à moins d'une inspiration d'en haut qui est surnaturelle, ça ne vient pas tout seul. L'intériorisation n'est pas dans le sens de la nature. La nature nous pousse au dehors, nos yeux sont faits pour voir ce qui est devant nos yeux et non pour voir celui qui est derrière nos yeux.
n'est-ce pas? Maintenant, ça devient tellement difficile que c'est presque impossible. Et d'autre part, le fait que ça soit tellement, qu'on en soit tellement éloigné, fait que par contre-coup, comme beaucoup de mots, ça nous amène, ça nous stimule à ces retours que l'on voit vraiment beaucoup plus forts aujourd'hui, je crois, qu'il n'était il y a 30 ou 40 ans. Il faut constater le nombre de gens qui cherchent, ou alors qui se précipitent dès qu'ils ont l'idée ou qui soupçonnent que là, il y a un enseignement, il y a une méthode, ils se précipitent. En grand nombre, ils se précipitaient toujours en petit nombre, maintenant en grand nombre. Je m'aperçois, moi, que l'homme a voulu se libérer justement par des moyens techniques. Une auto, ça sauve du temps, etc. Mais vous, lorsque je pense à votre vie et que je vois que vous essayez de tout faire par vous-même, de faire votre bure, de faire votre chandail, je me demande justement, je trouve que c'est un paradoxe, vous essayez de vous libérer en faisant tout par vous-même, alors que l'homme actuel essaie de se libérer justement en ne faisant plus rien, en essayant de se libérer du travail quotidien. Alors, oui, nous considérons qu'ils ont pris la fausse sortie, qu'ils suivent la fausse voie et qu'ils n'arriveront qu'à l'éclatement. N'est-ce pas? On voit à quelle rapidité ils y vont, et jeune que vous êtes, je pense que vous le voyez aussi. Nous, ce que nous faisons n'aurait aucune importance s'il n'y avait pas tout ce qu'il y a derrière. Ce que nous faisons est très peu de choses. Nous ne faisons rien. Nous ne sommes capables de rien faire. Ce que nous avons fait est très petit, très petit, n'est-ce pas? Mais il y a la grande signification d'un petit geste, d'un geste de bonne volonté jeté dans la bonne direction. Vous auriez beau être fort, génial, vertueux, de bonne volonté, bon, vous êtes comme un homme très très puissant, très fort, qui a des jambes prodigieusement fortes et qui court très vite, mais il s'est trompé de direction. C'est ainsi que l'humanité avance sans se demander ce qu'il y a devant, et sans remarquer ce qui est tout à fait évident, que devant il y a un trou. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On avance réellement, c'est-à-dire on avance par rapport au voisin. On essaye de passer devant le voisin, et alors on avance plus qu'on ne devrait. Et puis on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas exprimer mieux la stupidité des gens qui sont enchaînés. Tu ne peux pas retourner en arrière, imbécile. Même si tu t'aperçois qu'en avant, il n'y a rien. Hein? Tu ne peux pas changer de direction, tu es monté sur rail comme un tramway. Tu ne peux pas retourner en arrière, tu ne peux pas tourner à droite ni à gauche. Je ne te dis pas en arrière, mais certainement pas là, pas en avant. Hein? Fais attention. Regarde où tu vas. Tiens l'œil ouvert. Et pense, je vais en avant s'il faut aller en avant, et puis à droite s'il faut aller à droite, et à gauche s'il faut aller à gauche. Mais le plus souvent, aller en avant, ça voudrait quasiment dire tout repenser les grandes villes. Entre autres, ça voudrait dire respecter la nature. Ça voudrait dire peut-être laisser de côté les automobiles. Ça voudrait dire couper dans les avantages. Ce n'est pas ce qu'ils appellent aller en avant. Hein? Oui, je sais bien. Oui, bien sûr, c'est ce qui s'appelle réfléchir un peu, et même s'asseoir pour réfléchir un peu à ce qu'on va faire. Et si on se trouve vraiment dans le bon chemin, vous continuez, mais si on ne s'y trouve pas, d'en trouver un autre. Vous me permettez de vous poser une question, celle d'un homme de 40 ans, et même un peu plus. Quelle est, selon vous, l'issue praticable, et j'insiste sur le mot praticable, pour un homme de 40 ans, qui se rend compte qu'il tourne en rond, qui ne veut pas aller en avant dans le sens où vous ne voulez pas qu'il aille en avant, qu'il aille se jeter dans le trou? Vous avez trouvé une solution pour vous, pour un petit groupe de personnes qui vivent dans vos communautés, mais pour l'ensemble des hommes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, cher ami, évidemment. Mais nous ne l'avons pas trouvé pour nous. Nous ne l'avons pas cherché pour nous.
on aurait pu trouver pour nous quelque chose d'assez différent. Notre aventure n'a d'intérêt que si elle a une signification pour tout le monde. Pour corriger le monde, il y a deux façons de procéder quand on a une notion de comment on voudrait que le monde changeât. Ce qui c'est déjà beaucoup. Avoir cette notion, une notion claire. Alors on peut écrire un beau livre, expliquer comment va être la cité future, le gouvernement mondial, la démocratie universelle, la paix, la justice, la fraternité, la liberté, et tout, et l'égalité en plus. Et alors on écrit le livre, on le publie, et puis on meurt. Et la génération suivante, ou un siècle après, il y a des gens qui s'enflamment sur cette idée, et puis qui veulent la mettre en pratique, et forment des partis, et commencent à prendre le pouvoir, et forcent les autres à faire ce qu'il y avait dans cette utopie. Parce que le pire dans l'utopie, comme dit Huxley, c'est que ça se réalise toujours, et très vite, et terriblement, n'est-ce pas? Et toutes les utopies, à commencer par celle de Platon, n'est-ce pas, sont encore bien pires que la réalité, qui n'est déjà pas très jolie. Bien pire parce que ceux qui l'ont écrite ne connaissent pas les hommes, rares sont ceux qui connaissent les hommes, et alors ils font des erreurs. Hein? Bon. Ou bien alors, vous pouvez, à partir de cette formule, la révolution bien ordonnée commence par soi-même. Hein? Tu veux retourner les choses, tu veux retourner le monde, eh bien retourne ton cœur. Et puis gagne tes proches. Et puis amène-les à vivre de la façon dont tu conçois qu'il faudrait vivre. Quelle que soit cette conception. Vraie ou fausse, tu y crois, eh bien fais-le. Tu veux la paix, tu veux la fraternité, tu veux... Bon, avec qui es-tu fraternel? Et avec qui vis-tu en paix? Avec ta femme, avec tes enfants, avec tes proches, avec tes voisins, avec tes amis? Bon, fais-le. Tu veux simplifier l'économie, tu veux éviter l'exploitation de l'homme pour l'homme, ne paye personne. Et ne te laisse payer par personne. Et fais ce dont tu as besoin. Bon, et commence à faire. Et alors les erreurs que tu auras faites, les choses qui sont inhumaines et impossibles, tu vas t'en apercevoir tout de suite. Les gens les gens avec lesquels tu veux travailler, tu verras que ce n'est pas possible, ils vont t'abandonner. Bon, et que ce n'est pas possible, ce qui est impossible est impossible. Alors tu feras le contraire d'une utopie. Une utopie est une chose qu'on a imaginée comme admirable et qui n'existe nulle part parce qu'elle est impossible. Tandis que là, si elle est possible, tu fais une chose petite, comme vous dites, en petit nombre, vous êtes 100, et c'est très bien avec 100, mais comment est-ce que vous faites ça avec 100 millions de personnes? Bon, je vous dis, ce qui a été tenté en petit peut être tenté en grand. Pour analyser ce qu'est l'eau de mer, je n'ai pas besoin de faire passer toute la mer dans mes éprouvettes et sous mon microscope. Ce que j'aurais trouvé dans une goutte d'eau de mer, je le trouverai dans toutes les mers jusqu'à l'horizon. Bien. Alors voilà pourquoi une expérience, même petite et même incomplète, avec tous les défauts qui sont inévitables chez des gens qui sont pleins de défauts comme nous, ne peut avoir une valeur universelle. Hein? Et surtout ne pas avoir ces terribles effets de l'erreur, et ces possibilités de corriger l'erreur. Alors, puisque vous parlez personnellement, un homme de 40 ans, et que vous parlez de vous-même, naturellement, d'autres, je crois. Bien entendu. Mais alors, je vous dis, bien mélangé dans la vie, ici, à la télévision, bon, et en famille, probablement, et bien, et dans cette affaire, et bien, la première chose, évidemment, c'est de fortifier la fibre intérieure, c'est de vous faire une cellule à l'intérieur, et bien, et alors là, mûrir, chercher votre direction dans tout ça. Je ne dis pas hors de tout ça. Je crois que la vie intérieure, eh bien, elle doit être, elle doit arriver
à se rendre indépendante des circonstances, à être bonne dans toutes circonstances et à porter du bien dans toutes circonstances. Bien, et puis si l'impulsion intérieure vous pousse et vous inspire à sortir de ces conditions, sortez-en. Mais surtout, ne faites pas des gestes extérieurs avant d'avoir fait le pas à l'intérieur. Vous êtes, Lanza del Vasto, un apôtre de la non-violence. Comment est-ce que la non-violence se pratique dans le concret de cette réfutation de la civilisation actuelle? Eh bien, cher ami, très très simplement, ne proteste pas contre ce que tu désapprouves, passe-temps. Montre qu'on pourrait s'en passer. Et il n'y a pas de violence à cela. Si tu refuses, que ça soit à tes frais. Et que ça te coûte de la peine. Ne refuse de profiter de ce que tu n'apprécies pas. Tu n'apprécies pas cela. Bon, refuse, vois à quelle démarche, à quels efforts, à quel sacrifice tu vas aller et vas-y. Et alors, cette critique-là, qui ne détruit rien, peut être très efficace pour toi et pour d'autres. Bon, ce n'est pas la seule chose. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une économie non violente? Qu'est-ce que c'est qu'un commandement non violent, une obéissance non violente? Bon, ce sont ces expériences-là que nous faisons dans ces communautés. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'une justice non violente? Est-ce que c'est une justice où il n'y a pas de sanction? Alors, une justice où il n'y aurait pas de châtiment n'est pas une justice qui se soutienne. Et une justice où il y ait des punitions, c'est une justice violente. Quelle est la justice non violente? C'est que chacun prenne ses pénitences quand il a mal fait, qu'il le reconnaisse et qu'il le fasse. Et s'il ne veut pas le reconnaître, eh bien qu'un autre le fasse à sa place. C'est ainsi que nous avons résolu la question. Et c'est très simple. Il n'y a qu'à le faire. Il n'y a qu'à essayer, puis voir ce que ça donne. Voilà. Hein? C'est un grand défi à la créativité, finalement, au niveau de toute l'attitude humaine. Parce que la non-violence, finalement, il s'agit de trouver toujours une solution à la place de ce que l'on trouve non valable. Alors, au lieu de l'affronter directement et d'une façon destructrice. Oui, c'est ça, vous avez bien dit. Vous avez bien dit, il faut toujours assortir une négation et un refus d'une affirmation et d'une acceptation. Il ne faut jamais dire un non sans oui, ni un oui sans un non, c'est-à-dire sans critique. Je dis oui parce que je pourrais dire non. Et je dis oui parce que c'est oui. Que ton oui soit oui et que ton non soit non, est-il dit, n'est-ce pas, et enseigné. Et bien, et que tes refus se fassent à tes dépens et à tes frais. Et témoigne et souffre s'il le faut et meurt s'il le faut, mais que tout, la souffrance et la mort même, portent leurs fruits. Mais il y a tellement de gens qui n'ont pas confiance. Moi, j'ai eu plus d'expérience dans le domaine des arts. C'est plein de gens qui disent tout le temps « j'ai pas de talent, j'ai pas de talent ». Je me rends compte qu'à tous les niveaux, dans d'autres domaines, face à une situation politique, ils vont démissionner aussi, ils vont dire moi je comprends pas ces affaires-là, je laisse tomber. Oui, mais vous croyez que c'est un très grand inconvénient? Moi j'ai vu toutes sortes de gens qui n'avaient aucun talent, mais qui se prenaient pour des génies. Ah, c'est très fâcheux aussi, ça. Et puis des gens qui répétaient des lieux communs des plus plats et des plus idiots, en croyant que c'était des nouveautés merveilleuses, hein, et ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient attrapé leurs idées comme on attrape un rhume, qu'ils ont lu ça dans quelques journaux. Bien,
Non, qu'est-ce que vous voulez? Que l'homme qui n'a pas de talent, et qui n'a pas, il y en a beaucoup qui n'ont pas de talent. Évidemment, ceux qui ont du talent, ils sont rares. C'est connu depuis toujours. Qu'ils le disent, c'est déjà très beau, hein, et qu'ils n'essayent pas de se fourrer en avant. Oui, mais je connais beaucoup de gens qui ont Qui auraient du talent et Oui, qui n'osent pas. Bon, mais alors il faut que quelqu'un qui a vraiment du talent, qui a vraiment de la critique, qu'il le lui fasse découvrir. Le lui fasse découvrir et le lui fasse exprimer. Moi, si vous me permettez, non pas essayer de dégager une conclusion de cet échange, de cette réflexion, mais d'exprimer une constatation. Je trouve que vous êtes beaucoup plus près de Lanza del Vasto que je ne le pensais avant la rencontre. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi? Oui, pour ma part, moi, oui. Je pensais que vous pousseriez au pied du mur, que vous contesteriez. Non, je crois que l'important, c'est simplement d'avoir une attitude d'ouverture envers les gens qu'on rencontre. Moi, en tout cas, c'est ça que j'essaie de vivre. Et puis, lorsque je pensais à Lanza cette semaine, je m'ouvrais, j'avais très, très hâte de le rencontrer, justement, pour que, d'une certaine manière, qu'il m'aide à devenir plus chrétienne encore, et aussi qu'il m'ouvre sur la vie, et qu'il m'apporte tout son être, toute sa poésie, son intérieur, quoi. C'est un peu ça aussi. J'aime mieux savoir ce que j'ai en commun avec les gens que de me battre pour essayer de leur imposer ce que j'ai de différent. Ce que j'ai de différent, je peux l'échanger après que je sais qu'on peut aussi avoir un fond commun qui nous réunisse. Ah, dit un proverbe, si vieillesse pouvait, si sagesse savait, eh bien nous avons trouvé des jeunesses qui savent, hein, et peut-être des vieillesses qui peuvent. En tout cas, qui cherchent. Merci beaucoup.